Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel entretien, comme vous avez l'habitude, hein. Chaque semaine, on reçoit un nouvel intervenant sur la chaîne. Et aujourd'hui, on reçoit l'immense honneur de recevoir Gérard Chevrier. Bonjour, est-ce que vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Bon, alors, dans cette interview, on va parler d'énormément de choses. On va parler d'Israël, on va parler d'Amérique, on va parler de la France, de l'Ukraine-Russie, du risque nucléaire, bien évidemment. Donc, pourquoi je vous ai invité? Je vais vous laisser justement vous présenter parce que vous avez quand même une certaine expertise sur ce sujet-là, monsieur Chevrier. Oui, effectivement, j'ai écrit mon premier livre en 1982 qui s'appelait Faire face aux dangers nucléaires. Et c'était une période qui était très tendue, dans laquelle le risque d'une guerre nucléaire entre l'Union soviétique à l'époque et les États-Unis était très élevé, puisque les États-Unis, qui sont toujours restés un peu dans la même direction, voulaient installer à cette époque-là des fusées Pershing et des missiles Cruise en Allemagne. Et donc, ils menaçaient directement l'existence de l'Union soviétique, puisqu'il faut bien faire une très grande différence entre ce qu'était l'Union soviétique avec un monde communiste qui avait une vision hégémonique de la direction du monde, et puis aujourd'hui la Russie, qui est un pays nationaliste et qui se préoccupe uniquement de la sécurité de son propre pays. Vous voyez, c'est les gens, surtout aux États-Unis, n'ont pas fait la différence entre la Russie, qui est un pays qui voudrait en fait qu'on s'oriente vers une organisation multipolaire et donc et sur ce monde où les Américains dirigent le monde depuis presque un siècle d'une façon hégémonique et totalitaire en fait, hein. Ils ont construit l'Union européenne pour servir leurs propres intérêts et pas du tout pour l'intérêt des pays qui composent l'Union européenne. C'est ça. Alors Donc, justement, là, vous avez parlé de la Russie. J'aurais bien aimé qu'on commence avec cette première question-là, justement, parce que le conflit Ukraine-Russie, ça prend quand même une grosse majeure partie de la place dans l'actualité. Et oui. alors certains, enfin déjà, il faut comprendre que le peuple français n'est pas anti-russe, mais le gouvernement français l'est, notamment avec les déclarations de Macron. Et est-ce que la Russie, c'est une menace, même nucléaire? Est-ce qu'on doit en avoir peur, nous, en tant que Français? Alors, la Russie n'a aucune ambition d'envahir la France ou de faire la guerre à la France. Mais malheureusement, des personnes comme Macron et comme le Premier ministre anglais sont des émissaires et des représentants du lobby financier. Donc le lobby de la finance, euh, eux, ont représenté une menace pour la Russie et ont permis l'installation de bases militaires en Europe. Alors, ces bases militaires américaines qui sont installées en Europe, notamment, il y a 8 bases militaires en Allemagne avec un arsenal nucléaire important. Il y a des bases militaires en Belgique, en Hollande et en Angleterre. Vous savez qu'en France, grâce au général de Gaulle, on avait une base militaire à Châteauroux, il l'a fait sortir. Et donc, mais malheureusement, Sarkozy a fait rentrer la France dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est Et ça. donc, s'il y avait une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN, eh bien, nos généraux devraient obéir aux généraux de l'OTAN. Ça, il faut bien le comprendre. Ça ne serait plus du tout l'armée française qui pourrait avoir des initiatives. Elle devra obéir aux directives des généraux de l'OTAN. Alors, bien sûr, il y a un risque de menace nucléaire pour l'Europe, non pas contre la France ou contre la population civile de la France, Ouais. mais contre les installations militaires qui sont en France et en Europe, parce que tout ce qui représente un danger pour la Russie est de Ah facto une ouais. cible, si vous Ah, donc voulez. c'est pour ça, d'un côté, qu'on peut comprendre pourquoi Poutine il veut récupérer les terres et dégager un peu une partie de l'Ukraine. C'est parce qu'en fait, il a compris que si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et qu'en plus elle possède la Crimée et tous les territoires, c'est aussi une menace militaire pour Poutine. Bien sûr. Alors, si vous voulez, il y a la guerre qui va certainement arriver dans quelque temps. Elle me paraît à peu près inévitable. N'est plus du tout la façon dont ça se faisait il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Mm. Aujourd'hui, c'est une guerre de vitesse. Et donc, c'est une guerre, si la guerre nucléaire éclate
entre la Russie et les pays de l'OTAN, c'est une guerre qui durera moins d'une heure. Vous voyez, c'est environ 50 Ah minutes. ouais, Voilà. d'accord. Et ça, les gens ne l'ont pas du tout pensé. Alors, quand on voit par exemple Macron ou l'Allemagne qui veulent multiplier le budget militaire par 4 ou 5, c'est de la folie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ce n'est pas une question de moyens financiers, c'est une question de niveau dans la technologie. Or, les Russes, pour moi, ont actuellement à peu près 30 ans d'avance sur les équipements qu'il y a dans l'Union européenne. Ah Donc, ouais. c'est pratiquement irrattrapable. C'est-à-dire qu'il faudrait consacrer des années de recherche pour arriver. Alors d'abord, la première chose qui va diriger la guerre, ce sont les satellites. Donc il faut avoir une couverture de satellites que nous n'avons pas en Europe. Ce sont les Américains qui ont la couverture de satellites. Et d'ailleurs, je dois dire que actuellement, Trump est dans une position d'aller et retour, puisqu'il a d'abord voulu faire rapidement la paix en Ukraine. Les gens ne se posent pas la question pourquoi est-ce qu'il veut faire la paix en Ukraine. Alors moi, je vais vous donner la réponse. Elle est très simple. C'est parce qu'ils veulent récupérer tous les effectifs qui sont actuellement en Ukraine et dans les pays limitrophes pour les positionner en Israël et autour de l'Israël pour avoir une couverture, si vous voulez, au-dessus de l'Iran, puisque le but de l'élection de Donald Trump, Ouais. c'est de détruire l'Iran qui représente une menace pour Israël. Vous voyez, Ah ouais, ils ont, d'accord. ils ont détruit auparavant l'Irak en, en 2003. George Bush a déclenché la guerre en Irak parce que l'Irak représentait une menace existentielle pour Israël. Ah ouais. Oui, voilà. Et donc maintenant, ils sont en train de préparer l'attaque contre l'Iran parce que l'Iran, c'est pas, si vous voulez, l'Iran n'a pas besoin de l'arme nucléaire pour détruire Israël. En Ouais. Israël, il y a une centrale nucléaire qui a été construite par les Français, on en parlera si vous voulez, on en Ah donnera oui. quelques Ah oui, mots, oui. et qui a été construite entre 1957 et 1960 à Dimona, dans le désert du Negev, en Israël. Donc, je vous raconterai quelques mots sur cette histoire que je développe très précisément dans mon livre avec des informations très, très précises. J'ai d'ailleurs été invité il y a à peu près un an par la chaîne Géopolitique Profonde. Vous C'est savez que ça. j'écris des articles importants pour cette revue qui est une Oui. revue mensuelle. Je fais des articles qui font 8 ou 9 pages. Et donc, j'ai révélé à toute l'équipe de géopolitique profonde comment Israël s'était doté de l'arme nucléaire en 1960 avec la participation de la France. Si vous voulez, comme on est sur le sujet, je vais vous donner trois, quatre informations pour bien Oui. comprendre. Donc, en 1948, c'est la création de l'État d'Israël. C'est ça. D'accord? Euh, on a une personne qui va jouer un rôle important dans le développement d'Israël, il s'appelle Shimon Peres. À l'époque, c'est un jeune homme, ses parents sont nés, habitaient en Pologne, Oui. dans la partie de la Pologne, c'était des juifs polonais, qui est devenue plus tard la Biélorussie. Et donc, je crois que c'est en 1931 Oui. que les parents émigrent pour aller s'installer en Israël. Et donc, Shimon Peres est né, je m'en rappelle, je crois, en 1922. Et donc, il fait très vite, il rentre dans une partie qui est classée à l'époque terroriste et qui s'appelle la Haganah. Ah, Voyez, la Haganah, c'est ça. voilà. C'est Youssef Et Indy donc, qui en parle bien aussi. voilà. Alors, la Haganah, c'était un groupement qui va devenir plus tard l'armée d'Israël C'est qui va ça. s'appeler Tsahal. Vous voyez, Avec, il me semble, la fusion de l'Irgun aussi. l'Irgun, bien sûr. Mm. Et donc, vous avez dans la Haganah, il y a ce jeune garçon à l'époque qui a été repéré par Ben Gourion, qui est le fondateur d'Israël. Et donc, Ben Gourion fait venir dans son bureau Shimon Peres et lui dit, Shimon, tu vas aller en France pour nous acheter du matériel militaire parce que
on ne pourra pas résister à l'Égypte et à la Jordanie si on est attaqué. Et donc, Shimon Peres lui répond, mais comment voulez-vous que je le fasse? Je ne parle pas français, je ne parle pas anglais. Il a 29 ans à l'époque. Nous sommes en 1952. Vous voyez, en 1952, Shimon Peres a 29 ans et j'ai pu enregistrer une interview un peu plus tard, dans les années 2000, qui avait été faite par une équipe de journalistes israéliens. Et donc là, j'ai tous les détails qui sont racontés par Shimon Peres lui-même, comment se déroule cette opération. Et donc Ben Gourion lui répond, écoute Shimon, ça n'a pas d'importance que tu ne parles pas français parce que tu vas aller en France et tu seras avec des gens qui parlent hébreu et qui vont te mettre en contact avec les bonnes personnes. Et de fait, Shimon Peres va arriver à Paris, va rencontrer un homme qui s'appelle El Ghazi et qui est conseiller auprès du président du conseil à l'époque qui est installé à l'hôtel Matignon. Vous Ouais, voyez, aujourd'hui, l'hôtel Matignon, c'est pour le Premier ministre, ouais, mais ouais. à l'époque, il y a le Premier ministre, ça n'est pas, on est dans la quatrième République, on est en 1952, et c'est le président du conseil qui fait office de Premier ministre. Alors, c'est une époque très bouleversée où on change de gouvernement tous les 6 mois, vous voyez, parce qu'il y a des élections, tout ça. La France est dirigée par des partis à cette époque. Et donc, quand De Gaulle va arriver en 58 au pouvoir, il va créer la Ve République avec Michel Debré qui va rédiger l'essentiel de la Constitution. Et donc, juste entre parenthèses, on parle de Michel Debré, mais les gens ignorent que le grand-père de Michel Debré était grand rabbin à Nancy. Vous Oh, voyez? purée! Voilà. Alors ça, vous allez comprendre avec. Moi, j'explique comme ça et les gens comprennent un peu. Et Ah oui, ensuite, il va partir de Nancy pour aller à, à, à comment, juste à côté de Paris, où ils ont habité, à Neuilly. Et donc, il d'accord. va devenir rabbin à Neuilly. Ensuite, le père de Michel Debré va être un professeur de médecine, un très grand Ouais, professeur d'ailleurs. Et donc, c'est en quelque sorte une famille qui va s'impliquer dans la vie politique. Et là, ouais, curieusement, on a reproché à Marine Le Pen d'être, si vous voulez, une entreprise familiale dans la ouais. politique avec Jean-Marie Le Pen, avec Marine Le Pen, puis après avec la nièce. Eh bien, c'était la même chose pour les Debré, mais là, bouche cousue, la presse n'en a jamais parlé, donc il va y avoir Michel Debré qui va créer la dynastie en quelque sorte des Debré. Ouais. Après Jean-Louis Debré qui va être au gouvernement et bien sûr président de l'Assemblée nationale. Et puis son frère qui était d'ailleurs professeur dans les hôpitaux et qui va faire aussi une carrière politique assez brillante. Donc les Mais alors, trois étaient attendez, est-ce qu'on peut considérer ça, on peut se dire qu'en fait, on a été infiltré par Israël, ah ben d'une complètement. certaine Attendez, mais manière? là, on va aller plus loin. Vous allez voir que je vais vous donner. Moi, vous Non, mais c'est savez, hallucinant. je me base que sur des faits. Donc, J'adore. donc, alors, on va revenir, si vous voulez, au sujet principal. Shimon Shimon Peres Peres, ouais. arrive à Paris. Il rencontre Al Ghazi, qui lui est conseiller du Premier ministre, et c'est bien sûr, qui est né en Algérie. Alors donc, ils parlent ensemble hébreu. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais le lendemain, ils ont rendez-vous avec le président du conseil et à Matignon. Et là, Algozi présente Shimon Peres, explique pourquoi il est là. Il veut acheter des chars d'assaut et il veut non pas, on va dire, à l'époque, c'était pas des chars Leclerc, c'était des AMX, voyez, mais qui étaient fabriqués déjà dans les mêmes ateliers dans lesquels on va fabriquer plus tard le char Leclerc. Et donc, il vient pour acheter des chars Leclerc et pour acheter, bien sûr, des avions d'assaut. Alors, à l'époque, les avions, ce ne sont pas des Rafales, c'est le Mirage, vous voyez, le Mirage qui va être chasseur d'attaque et également chasseur bombardier. Il y a plusieurs types de Mirage et la famille Dassault, en fait,
c'est une famille Dassault, Marcel Dassault, le fondateur, C'est ça. ne s'appelle pas Marcel Dassault, en Ah, fait, il s'appelle Marcel Bloch. Et donc, mais au même titre que, si vous voulez, Debré, à l'origine, c'était Dobrovsky. Ils ont changé leur nom plus ah, tard. Voilà. ah Donc, ouais. beaucoup ont changé leur nom, mais c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui dirigent la France depuis, on va dire, le début du siècle, hein, du siècle Ah. dernier. Vous voyez. Donc, alors, ils sont organisés en réseau et pareil aux États-Unis. Alors, on va continuer juste pour cette histoire qui concerne donc l'équipement. Comment dire, le président du Conseil à l'époque dit à Algozi, écoutez, allez dans votre bureau, occupez-vous de toutes ces transactions qu'il va y avoir avec les entreprises françaises. Je vous fais confiance, vous vous en occupez. Donc, ils vont dans le bureau d'Algozi. Et là, Shimon Peres raconte, c'était comme dans un rêve. Il téléphonait à Dassault, il téléphonait dans les ateliers où on fabriquait les AMX. Et donc, à la fin de son voyage qui est très court au départ, il repart avec 270 chars d'assaut qui vont être livrés en Israël et je ne sais plus, une trentaine d'avions, donc quelque chose d'énorme. Vous voyez, une commande. Quand on s'imagine que là, pour la guerre en Ukraine, on a discuté pour la livraison de 20 chars Leclerc. Là, il livre 270 chars directement en Israël. C'est C'est des juste AMX dingue. Ah. qui sont vraiment étudiés pour le sable, tout ça. D'ailleurs, ils vont faire une campagne dans le Sinaï avec beaucoup de succès. Ces chars vont être très redoutés après sur les terrains de bataille. Mais alors finalement, pourquoi c'est mauvais d'un côté qu'Israël ait l'arme nucléaire? Dans quel but ils devaient absolument l'avoir? Pourquoi Shimon Peres a fait tout ça finalement? Alors, si vous voulez, ils ont monté une armée, mais Ben Gourion était un homme angoissé Ouais, et il arrivait au bureau le matin en se disant, mais comment c'est possible qu'un tout petit pays comme nous va pouvoir résister à tous ces pays qui sont ah bah ouais, hostiles à notre existence? c'est ça. Il nous faut une protection. Or, à l'époque, les États-Unis, qui ont pratiquement créé Israël en Palestine, eh bien, apportaient une protection quasi totale, puisqu'ils avaient un soutien inconditionnel qui leur était donné. On ira après sur si vous voulez, les sénateurs Oui. aux États-Unis et puis les représentants. Mais on va finir cette histoire. Donc, en 52, il fait ce premier voyage, il en fait d'autres, et puis il sympathise avec Guy Mollet, qui n'est pas encore à l'époque président du Conseil. Et il explique à différentes personnes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais à l'époque, c'est Abel Gans qui s'occupe des questions justement d'armement et tout ça, et il propose au gouvernement français, donc là c'est Shimon Peres qui parle, il leur dit, écoutez, vous savez fabriquer l'électricité avec l'énergie nucléaire, mais vous ne savez pas faire la bombe. Donc nous sommes en 55, quand il a cette réunion. Moi, je vous propose une chose, vous nous construisez une centrale nucléaire en Israël et nous, en revanche, on vous donne toute la technologie pour fabriquer la bombe. Et donc la technologie, ça va pas être difficile parce que c'est Oppenheimer qui est le père de la bombe nucléaire, C'est qui ça. lui-même est juif. Et donc, dans toutes les équipes d'Oppenheimer, vous avez une quantité de physiciens, de mathématiciens qui sont eux-mêmes. Il y a des russes, donc il y a des ukrainiens et toutes ces équipes, parce que effectivement, ce sont des gens qui ont des capacités intellectuelles et qui ont généralement qui se sont retournés vers deux activités, c'est les mathématiques et la physique. Ça. On sait que Einstein était un physicien et qu'il était donc ils ont cette capacité et d'ailleurs c'est à cause des physiciens russes qui étaient dans les équipes d'Oppenheimer
que plus tard, l'URSS va avoir très rapidement la bombe nucléaire, C'est parce ça, qu'elle est c'est ça. partie de là. Vous voyez, tous les travaux qui ont été réalisés Mm. à Los Alamos, donc dans ce camp où il y avait quand même 5000 savants qui travaillaient, hein, c'était quelque chose d'énorme, eh bien, après, beaucoup vont fuiter. Bon, il va y avoir d'ailleurs des procès pour espionnage, C'est etc. ça. Le Mais film Oppenheimer, d'ailleurs, résume très très bien cette situation-là, hein. voilà, et donc il va y avoir des fuites en direction d'abord de la Russie, qui vont, dès l'année 55, vont fabriquer eux-mêmes la bombe atomique. Mais là, on revient, si vous voulez, sur Shimon Peres, et donc Shimon Peres propose à toute l'équipe de Guy Mollet, Abel Thomas, etc., on va faire, si vous voulez, un contrat, parce que vous n'avez pas la bombe, eh bien, nous avons la possibilité de vous donner tous les plans, toute la technologie, et donc ils vont obtenir, de par l'ambassade qui est aux États-Unis, ils ont complètement infiltré, bien sûr, tous les services de Los Alamos, et ils vont sortir toutes les informations. Et alors, le deal, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire la négociation, porte sur la chose suivante. La France va construire une centrale nucléaire avec notamment tout le matériel d'enrichissement. Israël va donner toute la technologie. Ensuite, la France va fournir l'uranium, vous voyez, l'uranium de base qui sera enrichi à Dimona. Et surtout, la France va procéder aux essais nucléaires pour Israël. Et donc, ça, je suis le seul, si vous voulez, en France à l'avoir compris, à l'avoir expliqué. Et j'ai fait des vidéos là-dessus sur tous les essais, parce que si vous voulez, euh, on a donc, alors, on se retrouve dans ces réunions, et puis finalement, ils sont d'accord. Donc la France va créer des sociétés écrans pour pouvoir fabriquer le matériel pour construire la centrale de Dimona, l'expédier dans différentes régions, notamment à Buenos Aires, à Casablanca, etc., pour qu'ensuite ça reparte en Israël, pour qu'on ne soit pas en direct. Et donc, alors j'ai donné dans l'émission de géopolitique profonde, j'ai fait une émission d'une heure et demie où j'ai donné tous les détails, la constitution des sociétés, etc. Et je me suis basé sur plusieurs sources d'informations, mais on ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais peut-être plus tard on pourra en parler. Et donc, on est en 56, Guy Mollet est élu président du Conseil, et donc à ce moment-là, il donne le feu vert et on va constituer les équipes, on va recruter 1500 ingénieurs et techniciens qui vont être envoyés en Israël dans le plus grand secret. Donc à cette époque-là, déjà, c'est le lobby qui dirige la France complètement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ah ouais. Et que l'on va appeler d'ailleurs plus tard le lobby de la finance. Et alors, dites-moi, Alors, j'aurais bien aimé justement qu'on rebondisse, parce que vous parlez d'Israël et de l'arme nucléaire. Il y en a un qui s'est opposé justement à cette arme nucléaire et il s'appelle Kennedy. Et ah justement, oui, alors récemment, il y a eu la déclassification des dossiers et on y apprend maintenant, c'est officiel, que Kennedy s'opposait fermement à ce qu'Israël développe l'arme nucléaire et exerçait même des pressions sur le pays. Est-ce que c'est lié peut-être à son assassinat? absolument. Mais là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ah Il n'y a ouais, aucun doute. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique tout ce qui s'est passé. c'est ça. Si D'ailleurs, vous bah, je vais, voulez, je vais le montrer à l'écran 2 petites secondes. Voilà. Si vous voulez ah vous oui, fournir le livre de l'excellent Gérard Chevrier, c'est évidemment dans la description. Bon, il n'y a pas de code promo malheureusement, mais vraiment, non, je vous le non. conseille parce que c'est excellent. Et d'ailleurs, on Alors, reviendra sur un chiffre que vous donnez. Vous dites que l'Amérique a fait 4 fois plus de morts français que l'occupation, que les Allemands sous l'occupation. Ça, on y reviendra. Mais oui, bon, oui, en absolument. venons-en donc à Kennedy. Allez-y, je vous laisse parler. Alors, si vous voulez, eh bien, vous imaginez qu'en 58, le chantier démarre en Israël. C'est un chantier énorme, gigantesque, parce qu'il faut d'abord creuser un trou Ouais. qui va permettre de construire 6 étages, et ce n'est pas des étages, si vous voulez, de 2,50 m de haut, c'est plutôt des étages de 5 mètres de haut. Donc, vous voyez un peu le trou qu'il faut faire. Et ça va être un chantier énorme, à tel point que entre 1957, où démarre le chantier, et 1959, plus aucune quantité de béton ne sera disponible pour Israël. Tout le béton qui est produit en Israël sera absorbé par le chantier de Dimona. Donc, Dimona, c'est à peu près 40-50 km de Gaza,
voyez. D'ailleurs, les Iraniens, on en parlera tout à l'heure, ont envoyé un message très clair en envoyant un missile sur une piste d'atterrissage et de décollage à peu près à 30 km de Dimona pour leur faire comprendre que s'ils vont trop loin, Ah ils oui, n'ont pas besoin d'accord. d'armes nucléaires Oui, pour détruire Israël, hein. ok. Donc voilà. Mais on revient sur ce chantier. Donc c'est un chantier où pendant 18 mois, Oui, vous avez 1500 ingénieurs et techniciens français qui dirigent des équipes d'Israéliens. Et pendant ce temps-là, des équipes d'ingénieurs et de techniciens vont être formées à Saclay, dans la région parisienne, sur la centrale nucléaire, pour que dès qu'elle sera construite, les équipes israéliennes puissent faire tourner cette centrale. Vous voyez. Alors la centrale est absolument à l'identique, avec les mêmes écrans, les mêmes systèmes de réglage, etc., les mêmes indicateurs, tout. Et donc ils sont formés avec en français, puisque vous savez que l'hébreu, c'est un autre type d'écriture, donc ils sont formés avec tout l'alphabet français, etc. Donc, c'est une formation qui va durer presque le temps du chantier. Et toutes les équipes qui travaillaient à Saclay voyaient bien qu'il y avait des dizaines d'ingénieurs qui venaient se former et des dizaines de techniciens qui n'étaient pas français qui étaient oui. formés là. Donc, le chantier va prendre fin. Et évidemment, vous avez des avions qui survolent, vous avez des choses. Et donc, Kennedy est informé qu'il se passe quelque chose en Israël de tout à fait anormal, de tout Oui. à fait étonnant. Et donc, il envoie deux inspecteurs pour regarder si véritablement Israël se dote de l'arme atomique. À l'époque, on parle de l'arme atomique, parce que si tel est le cas, elle n'a plus le droit d'avoir l'assistance des Américains. Oui, c'est ça qui est important. Les Américains, les États-Unis fournissent une aide inconditionnelle à Israël à condition qu'elle n'ait pas l'arme nucléaire. Et donc, elles fournissent non seulement une aide militaire, mais à l'époque, déjà, tous les ans, ils touchent environ 5 milliards de dollars par an d'assistance, si vous voulez, financière. Parce que, Waouh! ah oui, c'était à l'époque, vous imaginez, on est en 1960 et depuis 1948, chaque année, Israël touchait 5 milliards de dollars à l'époque, hein, pour construire cet État. Alors, qui avait été d'abord financé par Jacob Rothschild de la Banque d'Angleterre. Vous voyez, Oui, la branche anglaise va jouer tout au long de l'existence d'Israël c'est ça. Qui avait d'ailleurs euh, acheté des terres dès 1880, il me semble, hein. à peu près, c'est ça. À Ouais, partir de 1910, c'est certain, et ouais. le projet sioniste se met en place et Jacob Rothschild va financer l'achat de colonies qui vont s'installer en Israël à partir, on va dire, de 1910, hein. Ça, c'est C'est ça. à peu près sûr. Aïe, aïe, Kennedy aïe. veut avoir la preuve que Israël contrevient aux accords qui sont entre les États-Unis et Israël. Donc en fait, On ils vous veulent bien donner de l'argent à Israël, mais ils ne veulent pas qu'ils aient l'arme nucléaire, c'est ça? C'est-à-dire que dans la Constitution américaine, on ne peut pas supporter un État qui est doté de l'arme nucléaire. Vous voyez. D'accord, ok. Donc, c'est absolument incompatible. Ouais, Soit la personne a l'arme nucléaire et à ce moment-là, elle n'a plus besoin de l'aide des États-Unis, ouais. hein, soit elle est en situation de fragilité vis-à-vis d'autres pays qui sont plus nombreux, plus puissants, et à ce moment-là, les États-Unis apportent une aide pour équilibrer en quelque sorte. Mais si Israël possède l'arme nucléaire, elle n'a plus besoin de l'aide des États-Unis. Et bien néanmoins, les deux inspecteurs vont être arrivés à Dimona, et là, on va leur faire visiter le rez-de-chaussée. Ouais. Et donc, ils vont faire, ah oui, ben effectivement, c'est une centrale qui fabrique l'électricité pour Israël. Donc, non, non, il n'y a pas de problème, c'est correct, etc. Ils retournent aux Ah ouais. États-Unis et là, ils font le rapport et donc ils disent à Kennedy, non, non, il y a pas, c'est une centrale électrique, c'est une centrale pour produire l'électricité. Kennedy a un doute, vous savez, il dit c'est pas possible, il y a quelque chose qui cloche dans ce truc-là, et il va
renvoyer, il va avoir d'autres sources d'informations, et là, il va comprendre que les deux inspecteurs ont été roulés dans la farine, qu'on leur a fait voir le rez-de-chaussée, mais pas les étages en dessous où on enrichit l'uranium. Et alors, à ce moment-là, quand Kennedy est finalement informé, parce qu'il a évidemment des agents hein, à la CIA, tout ça, qui font des rapports, qui disent non, non, ça colle pas, les quantités d'uranium qui sont envoyées, tout ça, ça colle pas. Et donc, il convoque Ben Gourion et il lui dit, Ah, il convoque Ben Gourion va aux États-Unis et Kennedy lui dit clairement, vous êtes en train de contrevenir aux accords qu'il y a entre nous et votre pays. Et donc, moi, je m'oppose fermement à ce que Israël ait la bombe. Si vous avez la bombe, vous n'avez plus l'aide des États-Unis. C'est fini, vous débrouillez par vous-même. Et ah ouais. donc, alors, ça va être, si vous voulez, ça c'est quelques mois avant son assassinat. Ah, dingue, j'adore, j'adore. On dirait un film hollywoodien. C'est Ah oui, dingue. oui, mais bien sûr. Et vous savez, Kennedy, son père était considéré comme un antisémite. Et donc, il n'aurait pas pu se faire élire s'il n'avait pas pris comme vice-président Lyndon Johnson, qui lui est comment dire, est un sioniste inconditionnel. Oui. Il a été élu par tout le lobby qui est aux États-Unis à cette époque-là. Et donc, comme il a fait un ticket, vous savez, ça s'appelle le ticket, quand vous prenez un candidat à vos côtés pour la vice-présidente et le présidence. Donc, le poste de président dans la campagne électorale est visé par John Fitzgerald Kennedy et vice-président, c'est Lyndon Johnson. Donc, c'est grâce à Lyndon Johnson qui va être élu. Et donc, vous savez que aux États-Unis, si le président est malade ou s'il meurt, celui qui va lui succéder, c'est le vice-président. Ah ouais. Et donc, quand en novembre 1963, Kennedy va être assassiné à Dallas, eh bien, immédiatement, c'est Lyndon Johnson qui prend la direction Oh, des États-Unis, ah qui ouais. lui est un fanatique d'Israël, et donc il va plus y avoir d'obstacle pour que Israël puisse continuer à développer l'arme atomique. Vous voyez. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, alors, ce qu'il faut comprendre également, après, cette affaire, elle est confirmée, parce que à l'époque de l'assassinat de Kennedy, vous avez son frère, Robert Kennedy, qui lui est dans l'équipe de Kennedy, il est ministre de la Justice. C'est ça. Et donc forcément, les deux frères s'aiment beaucoup, ils se voient tout le temps, et donc ils partagent toutes les informations. Et quand John va être assassiné, eh bien, Robert Kennedy va être un petit peu écarté de toutes les informations, mais il va faire campagne pour devenir président en 64. Et là, à nouveau, Ouais. le, la CIA, le Mossad, va organiser son. Oh, Donc, si vous voulez, et alors ah ouais. l'assassinat de Robert Kennedy se déroule d'une façon aussi rocambolesque. C'est ça. Parce que, alors il faut dire que moi j'ai vu pas mal de documents, non pas sur l'assassinat également, mais de Robert, mais sur sa campagne. Quand il fait campagne électorale, il était vraiment pas prudent. C'était quelque chose, vous savez, Ouais. à cette époque, les Kennedy avaient bénéficié d'une aura phénoménale. Ils se considéraient comme intouchables et ils n'avaient pas tiré les leçons de l'assassinat de John, en fait. Ouais. Et donc, quand il allait dans la foule sans protection, sans rien, en chemisette, vous voyez, pourtant les gilets pare-balles existaient déjà à cette époque, mais il serrait la main à tout le monde, tout ça. Il était d'une imprudence incroyable pendant la campagne. Et donc, quand il va être assassiné dans un très grand hôtel, il fait son discours. C'est sûr qu'il va être élu président, ça fait aucun doute. Ouais. Et là, toute son équipe et lui-même se rendent dans l'hôtel, dans les cuisines qui sont un peu à l'arrière de l'hôtel. Et là, alors que, si vous voulez, dans cet hôtel, il y a
le FBI qui contrôle toutes les entrées, il y a les policiers qui contrôlent toutes les entrées. Eh bien, il va y avoir un Palestinien qui, lui, va pouvoir se mettre à l'intérieur des cuisines avec un revolver. Vous imaginez, on a laissé rentrer ce gars-là avec un revolver alors que tout le monde est fouillé. Mais le pire, c'est que le Palestinien qui a été, comment dire, programmé pour apparaître comme Ouais, l'assassin ouais. officiel de Robert Kennedy, parce que Robert Kennedy, sans aucun doute, aurait déclenché une enquête sur la mort de son frère. Ah Et oui. là, ça n'aurait pas été, si vous voulez, l'équipe qui a bidouillé toute cette enquête qui a été un scandale en fait, hein. Et donc, il craignait la CIA, le FBI qui était mouillé dans l'assassinat, parce que alors la CIA a été complètement dès le départ infiltrée par le Mossad. Le Mossad, c'est les services secrets israéliens, c'est eux qui pilotent tout aux États-Unis, si vous Ah voulez, hein. oui, Ça, d'accord. c'est une Mais alors attendez, organisation. parce que là, je suis un petit peu perdu parce que vous êtes en train de me dire donc que Trump, en voulant faire de l'Iran un ennemi, il continue à favoriser Israël. Mais ce qui est bizarre, c'est Absolument. qu'il a nommé un des descendants de Kennedy à son gouvernement, non? Celui-là, Ah il n'est oui, pas révolté? Parce qu'il doit savoir quand même que son frère a été buté par le Mossad, quoi. alors, bien sûr, plus ou moins. Mais ce qui se passe, oui, effectivement, le fils de Robert Kennedy, qui est dans l'équipe de Trump, Ouais, alors, on va juste évacuer ce petit truc. ouais, C'est bien un sûr. homme c'est un homme formidable, hein. Robert Kennedy Jr., Ouais, c'est quelqu'un qui, en fait, qui est préoccupé par la santé, par le scandale qui se passe aux États-Unis avec l'industrie agroalimentaire qui c'est ça. empoisonne véritablement toute la jeunesse Hum. et qui profite après au lobby pharmaceutique qui Pharmacochimique, appartient ouais. bien sûr au lobby de la finance, hein. Le lobby de la finance, c'est pas seulement la finance. Le lobby de la finance, c'est Hollywood, c'est toute l'industrie du cinéma d'abord, hein, Ouais, depuis très longtemps. Donc c'est eux qui forment. Alors, ce que les Français ignorent, c'est que en 1945, quand on a été soi-disant libéré par les États-Unis, ouais. ils se sont imposés en Europe et en France, et donc ils nous ont imposé des quotas au niveau cinématographique. Ça, les gens l'ignorent. Il faut que 80% de ce qui est diffusé en France provienne des États-Unis. Waouh! Nous avons le droit seulement à 20% des films, des séries, etc. Pourquoi il y a tellement de séries américaines sur les télévisions françaises? C'est parce que c'est dans le contrat. À partir de 1945, on nous a imposé, et les Français ont signé, c'était suite au débarquement, si vous voulez, vous aurez 80% Ah de oui, tout donc ce qui sera on a été complètement. américanisé de force, quoi, hein. Absolument. Alors, Ah ouais, d'accord. sur le plan culturel, si vous Dingue. voulez, alors Hollywood appartient au lobby, ça fait aucun doute, c'est le lobby de la finance. Donc, Oui. mais pas seulement Hollywood, toute l'industrie de la distribution. Vous avez par exemple Gérard Depardieu, vous voyez, il a fait une carrière parce que ça les dérange pas de prendre des gens qui sont chrétiens ou d'ailleurs qui ne sont pas croyants, Ouais. dès l'instant où il y a de l'argent à faire avec. Donc ça, Gérard Depardieu, c'est une vedette mondiale, il a fait une carrière extraordinaire. Eh bien, il a voulu faire un film sur Dominique Strauss-Kahn. Vous Oui, je voyez? l'ai vu en plus. Je l'ai vu, ce film-là. Alors, quand il a demandé des fonds pour faire ce truc, il a eu zéro fonds. Ouais. Et quand il a voulu distribuer son film, comme toute la distribution appartient au lobby de la finance, Ah ça bah a oui, été niet. Donc, il a vendu son film en DVD sous c'est le ça. manteau, en quelque sorte. Vous Et voyez, il est très difficile à voir, d'ailleurs. Moi, j'avais galéré à le trouver sur Internet, hein. voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, non, ils tiennent tout. Ils tiennent Ah ouais. absolument tout. Alors, Voilà. j'aime beaucoup votre Euh, franc-parler, hein, Monsieur Chevrier, hein, mais alors oui, donc on revient donc au fils Kennedy. Alors, qu'est-ce qui fait que lui, il est... Alors attendez, juste une Ouais, précision ouais, sur l'assassinat de Robert Kennedy. ouais. Parce que là, justement, Robert Kennedy Jr. est au courant de ce qui s'est passé. Vous avez donc l'équipe qui va dans les cuisines avec Robert Kennedy. Vous savez, comme je vous l'ai dit, il est en chemisette, Ouais, il est décontracté. Il y a un Palestinien qui est dans les cuisines, qui arrive derrière lui et qui va tirer 2 balles sur Kennedy. c'est ça. Ce ne sont pas les balles qui ont tué Kennedy.
Les balles qui ont tué Kennedy Ouais. ont été tirées par un policier qui était de face et il a reçu 2 balles dans la tête et une autre près du cœur. C'était les balles mortelles. Ce policier qui était en tenue de policier qui a Ouais. tiré dessus, il a été exfiltré et Robert Kennedy Jr., qui a fait son enquête beaucoup plus tard quand il est devenu adulte, a su toute cette histoire et a voulu rencontrer cet homme qui vit aux Philippines. Il s'était mis Ah, d'accord pour aller rencontrer, pour connaître l'histoire de l'assassinat de son père. L'autre était d'accord pour le recevoir, pour, si vous voulez, en quelque sorte lui donner un petit peu les dessous des cartes. Et puis finalement, au dernier moment, ça s'est pas fait. Il allait partir en voyage pour rencontrer cet homme aux Philippines. ouais. Je vous parle de ça il y a peut-être une vingtaine d'années. Et donc, Robert Kennedy le raconte et il a pas pu le rencontrer. Alors peut-être maintenant, je ne sais pas, il est peut-être décédé. Mais voilà l'histoire de Robert Kennedy. Et donc tout ça, ça vous situe un peu l'emprise du Ouais. Mossad sur le FBI, sur la CIA. C'est Voilà. ça. Et comment on doit, quelle lecture on doit avoir aujourd'hui sur la politique de Trump? Parce que moi, je me suis renseigné sur Trump. On se rend compte quand même que son premier donateur, c'est Sheldon Alston. Bon, maintenant, il est mort, mais c'est sa femme aujourd'hui. C'est la femme la plus riche d'Israël. Et Sheldon Alston est un sioniste, mais pur et dur. Il a même retiré ses financements à l'AIPAC, l'AIPAC, donc le lobby Oui. sioniste américain, parce qu'ils étaient comme dans la faveur d'un État pour la Palestine et Israël. Et lui, il s'est dit non, non, ça, c'est trop dep. C'est pas assez. Moi, je veux qu'il n'y ait plus de Palestiniens. Quand on se dit que Voilà. ce mec-là, c'est le premier soutien de Trump, c'est compliqué de soutenir Trump quand même, quoi. Alors, si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus sur ma chaîne YouTube. Les gens peuvent, ils font Gérard Chevrier Ouais, et j'ai fait 61 vidéos parce que là, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets en profondeur. bien On va sûr. juste les passer comme ça dans Ah, d'ailleurs, des si les livres. abonnés veulent une seconde interview, bah, mettez des pouces bleus, chers amis, hein. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Allez-y, allez-y. D'accord. Donc, oui, beaucoup de gens se font des illusions en ce qui concerne Trump. Trump, c'est un ultra-sioniste. C'est vraiment, Malheureusement. si vous voulez, il a été élu par les PAC euh, et par effectivement les fonds. Et alors surtout, ce qui confirme ça, c'est l'équipe qu'il a constituée, l'équipe qui l'entoure. Ouais, Alors, vous avez un ultra-sioniste qui est Pete Hegseth. oui, Alors, celui-là, il a été nommé secrétaire à la Défense. ouais, Vous imaginez le bonhomme. C'est un type qui est tatoué sur tout le corps, hein. Il a un niveau intellectuel, on va dire, au niveau des pâquerettes. ouais. Mais il a été militaire à l'époque en Irak et ensuite, je crois, en Afghanistan, mais à un niveau très subalterne. Et c'est un sioniste, mais c'est un chrétien. Vous voyez, les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens sont plus sionistes que les juifs eux-mêmes. Vous voyez, il y a beaucoup de juifs qui s'opposent à cette politique d'un Bien seul sûr, État et de persécuter, de chasser les Palestiniens. c'est ça. Beaucoup de juifs sont contre cette politique. Ils auraient voulu qu'il y ait une situation à 2 États avec des droits relativement égaux et donc où les deux peuples pourraient vivre, coexister en paix. Vous voyez, Ouais, ça c'était la solution intelligente. Mais malheureusement, on se dirige vers, comment dire, l'expulsion de tous les derniers Palestiniens qui vivent en Palestine. Et Trump, d'ailleurs, a annoncé la couleur. Et donc, il a pris comme diplomate pour Israël Ogabé, c'est un sioniste pur et dur, et puis aussi Marc Rubio. Donc, comment les choses vont-elles se passer? Eh bien, moi, je m'attends à ce que on, il a proposé donc d'arrêter la guerre en Ukraine. oui, C'est une très bonne chose. c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il veut arrêter la guerre en Ukraine? Parce que le lobby de la finance euh, a investi des milliards et des milliards en Ukraine pour déstabiliser la Russie. Depuis le départ, si vous voulez, depuis 2014, c'est eux qui ont fait le coup d'État
en organisant, c'est la CIA qui a organisé les manifestations sur la place Maïdan et qui ont ensuite préparé l'armée ukrainienne pour faire la guerre à la Russie. Donc, ils l'ont préparé, organisé, formé et fourni en matériel. Or, c'est un échec total puisque les Russes, calmement, depuis le mois de février 2022, pardon, euh, progressent et, en ayant un minimum de pertes, prennent tout le terrain qu'ils ont décidé d'avoir, c'est-à-dire les quatre Omblas plus la Crimée. Et donc, euh, Trump est dans une position actuellement où il fait des allers-retours. D'abord, il veut faire la paix en Ukraine, Ouais. ça tout le monde est d'accord, mais personne ne se pose la question pourquoi est-ce qu'il veut faire la paix. D'abord, bien sûr, pour arrêter de donner de l'argent, mais à mon sens, c'est parce qu'il veut récupérer toutes les équipes qui sont actuellement, qui traitent l'information en temps réel depuis les satellites pour les fournir aux militaires qui sont en Ukraine. Si l'armée ukrainienne, au début, n'avait pas eu toutes ces informations en temps réel, la guerre aurait duré un mois. Voyez. Mais là, Ah ouais. donc, alors pourquoi est-ce qu'ils veulent récupérer tout ça? Parce qu'ils veulent remettre toutes ces équipes et repositionner les satellites au-dessus de l'Iran. À mon avis, Ah oui. on risque d'avoir la destruction de l'Iran pilotée par l'armée américaine, par tous les techniciens, les ingénieurs qui traitent les informations en temps réel sur le terrain. Vous voyez, voilà. Ouais. Donc, et ça, je crois que ils vont. Alors, en ce moment, il y a des hésitations parce que le Pentagone, vous savez, c'est cette organisation qui dirige l'armée américaine. Ouais. Eh bien, il y a des gens, des très hauts gradés, enfin, des généraux, etc., qui se disent, attention, si nous attaquons l'Iran, Oui. c'est pas une partie facile. Ça va être quelque chose dans lequel on va prendre le risque d'avoir des bateaux qui vont couler, des porte-avions qui vont être coulés, et ça va avoir un impact phénoménal, vous voyez, Ouais. parce que les Américains sont pas du tout informés de toutes ces questions par les équipes dirigeantes. Ouais. Et donc, il y en a certains qui freinent et d'autres, comme Ogabé, comme Marc Rubio, qui veulent absolument détruire l'Iran. Parce que l'Iran représente une menace pour Israël, comme à l'époque, l'Irak représentait une menace pour Israël. Et vous Voilà. pensez qu'ils vont s'y prendre comment? Ils vont essayer de faire un faux deuxième 11 septembre pour justifier une attaque vers l'Iran? Non, pratiquement, ils n'ont plus besoin de ça maintenant. Leur prétexte est tout trouvé. C'est l'Iran qui fournit les fusées, les missiles Houthis Oui, qui paralysent toute la mer Rouge, si vous voulez, oui, oui. et une partie de la mer d'Oman. Donc, les navires américains, israéliens ne peuvent plus accéder à Israël par le port de Haïfa, ne Ouais, peuvent plus passer par le canal de Suez, etc. Et donc sont obligés de faire un grand tour, faire le tour de l'Afrique. ouais, Et c'est la raison. Là, ils ont le motif tout trouvé. Si vous voulez, le motif, c'est simple. L'Iran est un État qui fournit au mouvement terroriste Hezbollah et Houthi des armes qui mettent c'est en ça. danger l'existence d'Israël. Oui, donc ils Donc, vont prétexter que comme ils donnent des armes au Hezbollah, au Hamas, etc., ah bah regardez, ils soutiennent les terroristes, donc il faut les neutraliser. Ouais, je voilà, vois. Excellent. absolument, c'est ça. Et alors ils utilisent surtout le prétexte que Israël on ne doit pas permettre à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Donc, actuellement, le, le prétexte sera la destruction de tous les sites d'enrichissement d'uranium qui sont installés actuellement en Iran. Vous voyez. Alors là, on retombe dans mon domaine de Ouais. spécialité, si vous voulez. Euh, alors, il y a quelque chose qui est énorme, c'est que c'est la bêtise de nos journalistes, la bêtise de nos dirigeants en France et en Europe d'ailleurs, qui ne s'insurgent même pas
que l'on va bombarder des sites d'enrichissement d'uranium. Alors, c'est quelque chose qui devrait être un sujet d'inquiétude phénoménal. Parce Ouais. que, si vous voulez, ils ont, la plupart des gens se disent, ah, mais attention, s'il y a une bombe qui tombe sur la centrale de Zaporizhzhia, par exemple. Et là, c'est une catastrophe, ça va être pire que Tchernobyl, etc. Mais en réalité, c'est de l'uranium qui est enrichi à 6%. Dans les centres d'enrichissement d'uranium en Iran, on part de 6% pour arriver à 92%. Et quand des bombes vont arriver sur ces locaux qui sont enterrés, souvent à 20 ou 30 mètres de profondeur, eh bien, vous risquez d'avoir une explosion nucléaire, d'ailleurs, à l'intérieur de ces stockages où il y a les centrifugeuses. Vous avez des milliers de centrifugeuses. Et donc, il va y avoir une propulsion de matériel qui va être hautement radioactif, qui va être envoyé dans l'atmosphère et qui va faire, avec, selon la direction du vent, qui peut partir en direction de l'Arabie saoudite et qui peut tuer des milliers, des dizaines de milliers de personnes au Qatar, dans les Émirats arabes unis, partout. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Vous Ah voyez. ouais, ah ouais. Donc, on est. Alors, il y a deux types de sites en Iran. Les Iraniens sont des gens très intelligents, qui sont très cultivés Mm. et ils représentent vraiment un os pour Israël. Israël ne peut pas faire cette opération toute seule. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants Ouais. et c'est environ 210 000 ingénieurs diplômés qui sortent chaque année des écoles. Et c'est C'est d'ailleurs le pays dans lequel, il me semble, il y a le plus de femmes ingénieures et de femmes savantes, oui, etc. C'est ce qu'on ne dit oui. pas. On fait croire que Ah, les femmes, oui, elles sont voilées. oui, Elles oui, sont... Non, non, elles sont absolument. hyper Le, intelligentes. le prix Nobel de mathématiques a été donné à une Iranienne. C'est Oui, ça, c'est ça. Et oui, les médias le disent pas. Ils disent non, les Iraniennes, elles non. sont voilées, elles sont encore à la préhistoire. Non, 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 ils sont hyper développés, les mecs. Écoutez, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne qui Ouais. s'intitule L'Iran n'est pas ce qu'on vous présente à la télé. Vous savez, habituellement, bon, moi, c'est une petite chaîne qu'on a démarrée il y a un peu, environ un an et quelques. On a à peine 15 000 abonnés, donc on ne fait pas. Eh bien, cette petite vidéo sur ma chaîne a fait 63 000 vues, voyez, pour 15 000 abonnés. Ouais. Cette vidéo, j'en ai fait cadeau à une chaîne qui s'appelle Excellence Tips. Oui, je l'ai vu tout à l'heure en plus, la chaîne. Alors, ils l'ont mis en ligne il y a à peu près d'un mois. Ouais. On est déjà à 235 000 vues. Juste Voyez. dingue. Ouais, ouais, ouais. C'est- J'ai vu Et, ça, ouais. et donc, alors, je vais faire une émission, un interview avec eux, qui sera à peu près sur le thème qu'on a abordé tous les deux, certainement dans quelques jours, parce que maintenant, vous savez que moi, j'ai été mis sur la liste noire, hein, par le lobby de la finance en France. Donc, le Ah lobby de ouais. la finance. Ah oui, dès le départ. Quand j'ai écrit ce livre, c'est de la dynamite, mon livre, hein, si vous voulez, hein. Euh, je révèle des choses que jamais personne n'avait parlé. Donc, là, le monde de l'édition appartient complètement au lobby de la finance. Ouais. Vous avez le magazine Le Point qui a refusé que nous fassions des encarts publicitaires pour faire la promotion. La prochaine carte sera nucléaire. Ils ont, Ah ils ont, ouais. on est allé au tribunal et on n'a pas pu. Vous voyez, tout est à eux, c'est ficelé par, si vous voulez, les tribunaux de commerce sont complètement sous le joug de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie est noyautée par le lobby de la finance. Donc là, il n'y a pas à sortir de là. C'est juste dingue. Alors, moi, j'aurais voulu qu'on revienne justement sur une petite question qui est peut-être naïve un petit peu de ma part, hein, vous m'excuserez, mais Oui. euh, pourquoi finalement tous les gros pays arabes, ils se révoltent pas contre Israël? Pourquoi l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats et toutes les grosses puissances arabes autour d'Israël ne se disent pas, bon là, vous martyrisez les Palestiniens depuis 70 ans, vous êtes une menace parce que c'est une arme nucléaire, voilà, ils menacent l'Iran, etc. Pourquoi ils ne se rebellent pas?
Tout simplement, vous avez la réponse dans la question parce que Israël leur a fait savoir que si jamais ils bougent, eh bien, c'est 50 fois Hiroshima au-dessus par exemple, de Riyad, c'est au-dessus du Caire. Alors, le Caire, c'est à peu près 35 millions d'habitants. Vous voyez, le Ouais. Caire, eh bien, on va dire que 20 minutes après l'explosion, il y a 35 millions de morts. Vous voyez? Oh là là. Oh. Voilà, Ah c'est ouais. ça. Et alors, et même chose pour la Turquie. La Ouais. Turquie, qui a une armée phénoménale de 2 millions de personnes, n'intervient pas pour porter secours aux Palestiniens parce que on leur a fait savoir très gentiment, si vous bougez, Ankara et Istanbul sont rayés de la carte. Vous voyez, c'est terminé. Donc, Ah oui, donc personne ne bouge. ah ouais, ouais, Personne ne bouge effectivement. depuis des années. C'est ça. Et les seuls qui auraient la capacité de bouger, les seuls qui ont quelque chose dans le pantalon, eh bien, c'est les Houthis et le Hezbollah. C'est les seuls qui portent secours au peuple palestinien qui est Ouais, massacré depuis 15 mois et qui a été d'abord massacré d'ailleurs dans la Cisjordanie, puisqu'ils ont grignoté petit à petit ouais, tout le ouais, ouais. territoire. Maintenant, il reste Mais alors, pratiquement. si l'Iran obtient l'arme nucléaire, enfin, qu'elle enrichit son arsenal nucléaire, les pays arabes peuvent se mettre du côté de l'Iran, non? Là, en ce moment, si vous voulez, il y a eu un basculement grâce à la diplomatie chinoise Ouais. qui a fait que, avant, vous savez que l'Iran est un pays euh, musulman mais sunnite, Mm. chiite, Oui, et que l'Arabie saoudite est sunnite. oui, Et donc, ils étaient un peu, c'est un peu comme chez nous, les chrétiens qui étaient protestants et les chrétiens qui sont catholiques. oui, Donc, c'est à peu près la même chose. Il y a eu la guerre des religions, vous savez, en France, entre les protestants oui, et oui, puis les catholiques, qui a fait des dizaines de milliers de morts à l'époque. Et donc, beaucoup de protestants ont fui la France pour s'installer en Suisse, en Allemagne, en Suède, oui, etc., en Hollande. Et donc, ils ont fait la richesse de ces pays-là, d'ailleurs, hein. oui, Parce que c'était une élite, en fait, hein, oui, des oui. gens qui étaient tournés vers le progrès. Eh bien, il y avait cet antagonisme entre les chiites iraniens et les sunnites d'Arabie saoudite et d'ailleurs en Turquie, etc. Or, les Chinois ont permis le rapprochement. Maintenant, il y a un dialogue, Ah il y ouais. a des discussions, et donc on va vers une entente, je pense, entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Voilà. Ah oui, donc là, ça peut être une grosse menace pour Israël, par contre. Voilà. Alors, on va voir, mais à mon avis, il y a des partisans à Washington qui veulent que l'armée américaine attaque l'Iran pour détruire tous les sites d'enrichissement d'uranium, mais à mon avis, pas que. Parce que ce qu'ils veulent surtout, c'est détruire toute l'économie iranienne Mm. qui a la capacité de fournir les outils. Actuellement, ils les fournissent avec un matériel, on va dire, de bon niveau, mais pas haut de gamme, et le Hezbollah, pareil. Et donc, imaginez qu'ils leur donnent des missiles hypersoniques ultra modernes, et Tel Aviv est terminé. Il y a plus, il y a plus de Tel Aviv, là, hein. Voilà. Ah ouais, je vois. Ah bah écoutez, franchement, tout ça, c'est super intéressant, mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Et justement, moi, j'ai une petite question, encore une fois, un petit peu naïve, hein, bon, je suis jeune, mais est-ce qu'on doit avoir peur d'une guerre nucléaire? Parce que finalement, c'est un petit peu le titre de votre livre, la prochaine guerre sera nucléaire. Alors, Oui. avant l'interview, vous m'avez dit, oui, on peut voir une guerre d'ici 4 à 6 semaines, on peut voir un conflit. Attention, dans la guerre qui Ouais, risque de se dérouler, c'est en Iran, pas chez nous. Hein. oui, oui, bien Alors, sûr, ouais, alors donc là, il y aura forcément des retombées radioactives. Mais si c'est vous ça, voulez, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, si vous voulez, où on bien sûr. rentrera dans les détails pour expliquer comment une guerre nucléaire pourrait se dérouler entre, qui pourrait avoir un point de départ avec l'Iran contre les États-Unis et Israël. Ah ouais, Et puis ensuite, si on peut le supposer, la Russie se met à défendre l'Iran, ouais. eh bien à ce moment-là, ce sera la Russie contre les États-Unis, et là, ce sera la disparition des États-Unis. Voyez. Donc, je vous expliquerai tout ça une prochaine fois. C'est ça. Et en plus, c'est écrit dans votre livre. Donc, je conseille évidemment à tous ceux qui me regardent, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, bah, franchement, il n'y a qu'un bouquin qu'il faut prendre, c'est celui de Monsieur Gérard Chevalier. Mais bon, voilà.
parce que Euh, cette interview, elle est excellente. Mais bon, comme disent certains, les vidéos, c'est bien, mais rien ne remplace la lecture, la prise de ah, notes, la réflexion. C'est bien très, sûr. très important. Et ce fut un plaisir de vous avoir, monsieur Chevrier. Je vous avais été très convaincant, vous m'avez appris des choses. Et moi, ce que je dis toujours à mes abonnés, c'est qu'il faut toujours se coucher moins bête. Donc là, j'ai Oui. appris des choses et je suis Je, extrêmement je- content. je veux rajouter juste une petite chose, si Bien vous sûr, voulez, allez-y, allez-y. à propos d'Israël. Oui, Actuellement, le danger pour Israël, ce n'est plus tellement l'Iran, c'est que depuis 15 mois, l'économie est complètement détruite en Israël. Il y a une fuite des Israéliens, notamment de toutes les professions qui sont d'un haut niveau, les médecins, les ingénieurs, tout ça. Ils fuient l'Israël. Plus de 2 millions d'Israéliens ont déjà fui l'Israël pour s'installer dans leur pays d'origine, la Hongrie, la Roumanie, les États-Unis, etc. C'est-à-dire il y a vraiment, et ça va poser un problème énorme dans quelques semaines, parce que l'économie israélienne ne tient que par l'apport financier des États-Unis. Oui. c'est ça. C'est une catastrophe pour Israël. Elle est en situation de disparition parce que les gens vivent maintenant dans le terreur. Vous savez que 66% de la population souffre de traumatisme, de stress en Israël. Ils Ah ont ouais? peur des roquettes qui arrivent, des missiles qui viennent, de trucs. J'ai vu des documents, c'est très impressionnant. Les gens font des crises d'hystérie. Vous avez, par exemple, des soldats de Tsahal qui sont soignés pour des problèmes psychologiques très importants parce qu'ils ont été, comment dire, traumatisés par les atrocités qu'ils ont commises vis-à-vis des Palestiniens. Oui. Ouais. Ah, Voilà. franchement, c'est Donc, c'est déroutant. oui. Donc, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Je crois on a balayé très Ah, bah, large. ah ouais, ouais, c'est génial. Vous avez donné de super informations. J'espère que les abonnés, évidemment, je suis pas très content, chers amis, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et puis, bah, Monsieur Chevrier, moi, je vous remercie énormément parce que, comme je l'ai dit, voilà, vous m'avez appris quelque chose. Et je dis toujours aux abonnés qu'il faut se coucher moins bête. Donc là, je pense que c'est le cas. Et j'espère qu'on pourra faire une prochaine interview, peut-être sur justement la lobby de la finance mondialiste. Et Oui, justement, on voilà. parlera immigration, on parlera ça peut être très intéressant. Très bien. Eh bien, je vous remercie et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois, merci.